Merci beaucoup. Donc, venu le temps de cette table ronde appelée transition, pareil avec un S, et résilience. Monsieur le Président de la région, vous évoquiez crise géopolitique, crise des matières premières, crise énergétique, crise du recrutement. Comment est-ce que les chefs d'entreprise aujourd'hui réussissent à garder la tête hors de l'eau? J'appelle à me rejoindre Marie-Laure Collet, présidente de l'APEC et du groupe Galicea et membre du directoire de BDI. Vous pouvez l'applaudir pour monter sur scène. Vincent Legendre, président du groupe Legendre. Philippe Nollier, directeur industriel du groupe Delta d'Or. Et Florent Queffec, directeur général de la Trinitaine. Je vous en prie, installez-vous. J'ai juste vérifié les micros pour que chacun en ait un qui fonctionne. Non, ça fonctionne. Celui-ci, c'est parfait. Merci beaucoup à vous tous d'être avec nous pour pouvoir évoquer cette actualité, ce contexte forcément difficile. On l'évoquait, contexte géopolitique avec des conséquences qui vous touchent au quotidien. J'aimerais bien déjà, messieurs, faire un petit tour de table justement du constat que vous portez aujourd'hui. Quand on parle de hausse de matières premières, quand on parle de coût de l'énergie, comment est-ce que chacun dans vos entreprises vous arrivez à faire face et surtout quelles sont les conséquences directes? Je vais commencer par vous, Florent Queffec. Vous êtes donc directeur général de la Trinitaine. On parle évidemment du prix du blé, on parle du prix du beurre quand on fait des biscuits. Quelles sont les conséquences pour vous aujourd'hui? Ouais, sympa, je vais démarrer. C'est bon, il fonctionne? Non, je disais très sympathique de démarrer par une question aussi large et complexe que celle-ci en ce moment. Eh bien, comment fait-on? Je crois d'abord on se pose et on essaie de réfléchir à quelle est notre stratégie et comment on traverse cette crise dans ce contexte compliqué. Et puis ensuite, on se retrousse les manches et puis on essaie de faire en sorte que ça passe. Voilà, j'ai pas d'autre réponse que celle-ci. C'est une période très très compliquée pour l'industrie agroalimentaire. On est convaincu qu'il y a des plus beaux jours devant nous dans quelques années. Mais en attendant, il faut la traverser. Donc on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Merci beaucoup. Philippe Nollier, directeur industriel du groupe Delta d'Or. Là, évidemment, on va parler plus forcément de blé ni de beurre, mais de composants électroniques. Écoutez, pas beaucoup mieux. C'est très très difficile. Jusqu'ici, on a évité le chômage partiel en Bretagne. Sur notre autre usine dans les Ardennes, on a déjà eu du chômage partiel, rupture de semi-conducteurs, une visibilité très très faible. À une semaine, on ne sait pas ce qu'on va nous livrer. Donc c'est vraiment très très difficile pour nous. Et une crise, comme toutes les crises, gestion de crise, réunion tous les jours, multi-sourcing, développer les fournisseurs, reconcevoir les produits, une action de combat et au quotidien. Et à court terme. Et très très court terme. Monsieur Legendre. Même chose évidemment, même si je mettrais deux bémols. La première, c'est que moi j'interviens dans un monde de la construction où les matières premières sont très souvent des circuits courts, c'est-à-dire elles sont assez proches finalement. Et au final, on est touché de la même manière. On est sur un marché très très local, donc on n'est pas impacté comme on peut l'être dans le monde agricole, dans la nourriture, sur des provenances qui peuvent être lointaines. Nous, tout vient de près et de fait, on est tous impactés de la même manière. Donc, on se retrousse, je pense, tous les manches de la même manière dans la construction et on essaie d'impacter, on impacte nos prix pour le consommateur final. Et là, c'est là qu'est la grande interrogation, c'est comment ça peut se passer. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que finalement, le risque le plus important dans le monde de la construction, c'est presque la pénurie qui peut stopper, et vous en parliez à l'échelle de Delta d'Or, qui peut stopper la production. Bon, jusqu'à présent, on n'en a pas trop souffert. Et il est vrai qu'on peut se poser des questions demain sur des pénuries. On imaginait le pire il y a 3 mois. Pour l'instant, on a assez bien réagi sur la reconstitution de filières. Mais voilà, c'est dans les années qui viennent, certainement le risque principal, c'est la pénurie qui stopperait potentiellement totalement une activité. Et là, j'avoue ne pas savoir où on met les pieds.
Oui, donc du coup, pas forcément de solution pour répondre à ça. On va l'évoquer, là, ça fait un peu triste comme ça, hein, forcément d'attaquer en disant le constat, il n'est pas... Oui, mais n'empêche que le constat, il est celui-là. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment vous avez réussi, face à ce constat, à pouvoir organiser, mettre des choses en place, notamment chez Deltador. Vous l'évoquez, problématique de composants. Ben, une fois qu'on n'en a pas ou qu'on doit travailler à court terme, comment on fait? Qu'est-ce que vous avez imaginé mettre en place pour pouvoir répondre à cette pénurie-là? Écoutez, comme je le disais, on a la chance à Deltador d'être intégré au niveau design. Donc tous les ingénieurs de la conception produit sont proches de la production. Donc cette interaction aussi nous a permis de développer la qualification de multifournisseurs, le redesign produit. Alors les conséquences peuvent être du retard sur l'innovation justement parce que pendant la reconception on ne fait pas de nouveaux produits, mais là c'est à ce prix-là qu'on maintient aujourd'hui la production. Sans ces redesigns-là, on aurait été sûrement arrêté. Donc ça c'est les premières actions. Donc redesign, c'est-à-dire que votre équipe de recherche et développement, comme vous dites, ne travaille pas sur l'innovation future, mais c'est comment je fais aujourd'hui avec les matériaux que j'ai à disposition pour pouvoir répondre à la demande. Exactement, c'est exactement ça. Et il faut le faire rapidement et dans un mode assez collaboratif entre les essais, la qualification, d'être proche aussi du fournisseur pour s'assurer quand même de la livraison et des pré-séries, des méthodes, industrialisation, vraiment toute une chaîne qui est intégrée à Deltador. On a cette chance-là qui est mobilisée au quotidien. Donc c'est un choix, je dirais, stratégique d'entreprise avant même crise qui vous permet aujourd'hui d'y répondre. Alors c'est un choix, oui, c'est un choix un peu forcé. On aurait bien voulu travailler sur d'autres choses, mais oui, on est obligé d'alimenter nos clients, notamment dans l'habitat, etc. On a des contraintes qui nous demandent d'être présents. Oui. Alors Vincent Legendre, vous parliez justement d'entreprises intégrées, c'est également votre cas. Vous avez une entreprise près de Rennes, justement, d'armature béton. Vous avez ces choix-là que vous avez faits aussi dès le départ vous permettent aujourd'hui de pouvoir répondre à certaines contraintes de ce contexte. Oui, en fait, c'est vrai qu'on est très intégré et notamment, en effet, on a une usine de fabrication et de façonnage d'armature. Ça nous donne surtout la connaissance du marché et ça nous permet d'anticiper encore un peu plus que les autres ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. Après, on subit de toute façon des changements qui étaient à l'œuvre bien avant la guerre en Ukraine et on était très largement en accélération sur diverses transitions. Et les transitions, quand on parle de construction immobilier, c'est prendre conscience qu'il faut réhabiliter peut-être plutôt que construire trop ou construire partout. On parle notamment dans l'aménagement du territoire de zéro artificialisation, c'est toujours dur à dire, excusez-moi. Et de fait, réhabiliter les bâtiments, c'est un enjeu qui est de plus en plus important pour nous. Et puis construire, mais construire avec de nouveaux matériaux, avec des matériaux décarbonés. On parle énormément du béton armé en disant qu'on est sur un matériau très carboné, que ce soit pour le ciment et l'acier, qui sont les deux industries qui consomment le plus d'énergie quand même au monde, en industrie lourde. Donc forcément, c'est des tendances qu'on avait, enfin, c'est des méthodologies de travail sur lesquelles on avait largement raisonné avant l'Ukraine, mais qui sont des tendances de fond qui sont vraiment très longues à mettre en œuvre. Donc on travaille sur les ciments bas carbone, on travaille sur la substitution du béton armé par le bois, notamment beaucoup, et autres travaux. Vous êtes venu, vous disiez, multimatériaux. Exactement, c'est absolument l'enjeu fondamental dans la construction, c'est d'être... On a la chance d'être un groupe avec une ingénierie embarquée. On parlait de ce qu'on a essayé d'intégrer. Et mon père déjà pariait beaucoup sur le fait d'être une entreprise intelligente avec beaucoup d'ingénierie. Moi, j'ai pas arrêté ça. On continue de faire pour mettre le bon matériau au bon endroit et pas simplement construire comme on construisait il y a 30 ans et il y a 40 ans. Florent Coueffec de la Trinitaine. Oui. Merci pour passer le micro. Vous avez, vous, mis en place un plan stratégique à plusieurs années. Donc, je crois que c'est un plan qui a été étudié en 2019. Alors, 2019, c'est avant crise sanitaire, c'est avant crise géopolitique. Sur les années à venir, comment est-ce que ce plan-là, cette stratégie, cette vision que vous aviez de l'entreprise vous permet justement aujourd'hui de pouvoir répondre à ces différentes difficultés et contraintes? Effectivement, ce plan-là, c'était avant.
Alors comme Vincent, on se pose des questions sur cette stratégie. On s'est toujours dit que si on voulait être encore là dans 30, dans 40, dans 50 ans, eh bien on pourrait probablement pas fabriquer les biscuits comme on les fabriquait dans les années 50 ou dans les années 60. Donc il fallait se transformer, il fallait se moderniser, il fallait s'adapter au nouveau monde. Et donc on a réfléchi à ce plan-là, c'était en 2019. Et puis entre-temps, le Covid est passé, la guerre, la crise des matières premières, des approvisionnements, etc. On s'est donc posé la question, notre stratégie est-elle encore adaptée à ce nouveau contexte ? On a pris un peu de temps pour y répondre. On est arrivé à la conclusion que oui, mais que malgré tout, à court terme, ça allait tanguer très fort. On a parlé des matières premières, de la crise des approvisionnements. Pour fabriquer des biscuits, encore faut-il avoir du beurre. Encore faut-il avoir du beurre à un prix raisonnable, acceptable, accepté par le consommateur, par les clients distributeurs. Et donc, il allait falloir jongler entre ces deux aspects temporels, le court terme, où il fallait traverser la crise, sans hypothéquer l'avenir et la stratégie qui nous semblait toujours la bonne. Et ça, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on ne se trompe pas. Ça, on se donne rendez-vous dans 10 ou dans 15 ans. Mais en tout cas, c'est tout l'enjeu pour moi, en tout cas, il me semble, actuellement. Marie-Laure Collet, vous êtes, je l'ai dit, chef d'entreprise, vous êtes membre du directoire BDI. J'aimerais que vous nous donniez justement ce regard un petit peu global quand vous entendez ces trois chefs d'entreprise. Vous l'êtes aussi face à ce constat, face aux choix stratégiques qu'ils ont dû faire. Quel regard vous portez, vous aussi, sur cette résilience dont on va faire preuve aujourd'hui les chefs d'entreprise ? Alors, bon, je n'ai pas de conseils à donner aux professionnels des secteurs d'activité. Ce que je peux dire par rapport à ce qui a été dit par ces trois chefs d'entreprise, mais aussi les chefs d'entreprise qui ont participé à la table ronde précédente en matière d'emploi, je déplore le fait qu'en France, on ait une mémoire courte. On a une mémoire courte parce que tout le monde se plaint d'un manque de compétences, un manque de ressources humaines, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle visée, mais nous sommes dans ce qui faisait encore couler beaucoup d'encre il y a 5 ans, en plein dans le papy-boom. Le papy-boom va se terminer à la fin des années 2020, ça sera entre 2025 et 2030. Donc, on ne peut pas chercher des solutions sur quelque chose où finalement on a une pénurie factuelle. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et on a beaucoup parlé de transition ce matin, donc on a une nécessaire transition à opérer et transformation de nos organisations pour pallier à ce manque de ressources. Donc il faut accélérer dans notamment les transformations des métiers, les transitions des métiers. Alors bien sûr sur les métiers dont on a parlé issus des transitions numériques et des transitions écologiques et énergétiques. Ça, c'est une évidence. Donc, il va falloir qu'on aille encore plus vite. Mais les métiers aussi dits très classiques qui intègrent ces transitions. Donc, on va devoir faire preuve à la fois d'innovation dans nos matières de pensée pour pouvoir satisfaire aux besoins de nos organisations, qu'elles soient TPE, PME, ETI ou grands groupes. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur cette notion de résilience, il faut intégrer certaines nouvelles façons de faire pour les chefs d'entreprise et de penser. Mais vous allez peut-être m'interroger dessus. Peut-être, on va voir. Bien sûr, je vous interrogerai là-dessus. Non, l'idée, c'était effectivement transition résilience. La résilience, je pense que vous êtes, vous, les témoins que cette résilience, elle existe par rapport aux choix que vous avez pu mettre en place. Et on va parler de transition. Vous l'avez très bien dit, Marie-Laure Collet, ce sont les transitions à venir. Et notamment, vous évoquiez de formation, de nouveaux métiers. Et là, du coup, je vais vers vous, le dirigeant de Delta d'Or. Forcément, quand on travaille dans votre secteur aujourd'hui, la transition, elle passe aussi par la transition numérique, par l'intelligence artificielle, par ces nouveaux outils qu'il va falloir imaginer. Oui, par rapport à cette crise, ça nous a montré en fait ou mis en évidence notre lacune en gestion des data, des données, puisque ces données-là aujourd'hui dans notre supply chain complète changent toutes les heures. Et il faut être en capacité à reconfigurer toute notre supply chain et tous nos plannings en fonction de ces nouvelles données. Et ça, c'est beaucoup de travail aujourd'hui qui est réalisé manuellement avec Excel et avec des outils assez basiques. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de développer
et d'utiliser des outils numériques pour nous aider à simplifier et à nous trouver toujours ce meilleur compromis aujourd'hui de possibilités entre composants, capacité de production, niveau de stock et puis satisfaction client toujours. Donc vous êtes là en ce moment même à essayer de trouver quels sont les outils numériques qui peuvent vous être utiles? Exactement. C'est exactement ce qu'on est en train de définir, un cahier des charges et envisager voilà, une collaboration avec des entreprises pour nous aider à traverser et puis avoir un outil. Voilà, on pense réellement que la situation va perdurer pendant plusieurs années et il faut que l'entreprise s'adapte à vivre dans cette situation. À la Trinitaine, est-ce qu'on parle de transition numérique? Est-ce qu'on parle de transition de conditions de travail? Je sais que vous avez notamment fait un plan d'investissement justement pour permettre une facilité aussi du travail, une moins grande pénibilité, on va dire ça, du travail de vos collaborateurs. Ouais, transition numérique complète, usine 4.0, on en a parlé tout à l'heure. On est sur un plan d'investissement de plus de 10 millions d'euros dans l'usine historique sur le site de Saint-Philibert dans le Morbihan, avec des nouveaux métiers, où, comme je le disais, on ne fabriquera pas des biscuits même dans 5 mois, comme on le fabriquait il y a encore 5 mois. Puisqu'on va se robotiser, on se digitalise, toute l'usine est complètement transformée, avec des métiers qui changent, et c'est là où je m'adresse à Marie-Laure, parce que on avait anticipé ces transformations, on l'avait imaginé. En revanche, le Covid et les crises qui viennent de se passer nous ont mis un coup de pied aux fesses incroyable, puisqu'il s'est passé en 6 mois ce qu'on pensait qu'il allait se passer en 6 ans, avec des pénuries de métiers aussi nombreux et nécessaires dans l'industrie agroalimentaire que des conducteurs de machines, que des pilotes de robots, que des chefs d'équipe. Le management aujourd'hui est un métier très compliqué dans l'agroalimentaire et on n'en trouve plus. Et donc on s'adapte et on revoit notre copie et sans oublier la stratégie, notre feuille de route à long terme qui nous semble être la bonne, toujours pareil. Mais en revanche à court terme, on s'adapte beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé le faire. Et comment vous adaptez concrètement? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et des nouveaux outils. On ne travaille plus. Tout d'abord, on travaille sur sa marque employeur. Ça, c'est le premier travail qu'on avait identifié, mais qu'on a accéléré très fort. Donc, sur les attentes aujourd'hui sociétales et des salariés et des talents qu'on cherche à attirer chez nous, il faut qu'on travaille notre copie, que ce soit plus confortable et encore plus motivant de venir chez nous qu'ailleurs. Donc là, il y a une guerre des talents qui se fait actuellement et dans laquelle on rentre pleinement. Avec le retour de bâton de ça c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais en tout cas, quand on dit marque employeur, on dit marque, donc on dit consommateur, donc salarié consommateur, et donc derrière des choses qui changent, des repères, on est un peu perdu avec tout ça. Donc il faut s'adapter. Et puis voilà. Mais ça paraît simple comme ça, vous écoutez. Non, c'est pas simple du tout. Je dis peut-être, puis voilà. Merci beaucoup Vincent Legendre. Quand on parle justement de transition, alors j'aimerais vous entendre avant même les transitions éventuellement de métier et les difficultés d'emploi, on va évidemment en discuter. Sur les transitions, on va dire énergétiques, je sais que vous avez une filiale qui travaille sur les nouvelles énergies, sur les panneaux photovoltaïques, et c'est aussi quelque chose qu'il faut, je dirais, mener de front en parallèle de ce qu'est aujourd'hui la construction. Oui, alors sur l'aspect transition énergétique, c'est vrai que nous on s'est lancé il y a maintenant 15 ans dans la création d'une branche donc, qui s'appelait Armor Green et qu'on a raccroché à une bannière globale Logement d'énergie qui travaille autour des énergies renouvelables et principalement du photovoltaïque avec une intuition il y a 15 ans qui était la suivante, qui était de dire que l'énergie, il faut la produire sur place. Pour être consommé sur place et tant qu'à faire, autant produire une énergie renouvelable. Et le photovoltaïque, il y a 15 ans, nous semblait la seule production d'énergie qu'on pouvait intégrer au bâtiment de manière très proche de la ville, sans nuisance pour les habitants et de manière assez efficace. Donc on s'est lancé là-dedans avec énormément de vicissitudes parce que il s'est passé plein de choses. C'est une boîte qui a déjà eu 5 vies chez nous. Il y a 15 ans, c'était assez novateur à l'époque. C'était novateur, mais ça a été lancé comme une fusée. Bon, qui s'est crashé en vol, mais ça a été lancé comme une fusée de manière dingue. Et voilà, on a connu toutes ces vies-là. On est toujours là. On est toujours convaincu qu'on avait la bonne idée au départ et qu'on continue à avoir la bonne idée. Donc on équipe au maximum les bâtiments qu'on conçoit de centrales photovoltaïques parce que ça permet à ces bâtiments de produire un peu d'énergie, soit pour l'utilisateur qui vit dessous ou qui travaille dessous, soit pour la communauté proche, immédiate, qui bénéficie d'une énergie moins chère,
durable et immédiatement disponible. Voilà. Donc c'était vraiment sur cette idée et cette intuition qu'on s'est lancé il y a 15 ans. On est très content d'être là-dedans et d'être vraiment porteur de cette conception-là des bâtiments de demain et de l'urbanisme de demain. Et donc effectivement de voir ça de manière globale, c'est-à-dire à la fois le bâtiment, le panneau photovoltaïque, la mobilité qui va autour, et de travailler avec, je suppose, tous les acteurs pour réussir à mettre en place ces nouvelles énergies, cette nouvelle mobilité. Oui, parce qu'en plus, et là c'est un peu, en effet, vous avez raison, la charnière de ces 3-4 dernières années, c'est que on utilise maintenant ces centrales photovoltaïques au sein de ces bâtiments pour alimenter la mobilité douce. Et on voit de plus en plus fleurir des centrales photovoltaïques sur des bâtiments qui alimentent des bornes qui permettent de recharger les voitures, les vélos, les scooters et d'autres demain. Et on participe aussi à la mobilité en construisant ces nouveaux bâtiments. Philippe Nollier, chez Delta d'Or, comment est-ce qu'on envisage les métiers du futur ? Et comment est-ce qu'on envisage de pouvoir justement réussir à les recruter? Parce qu'on va parler là pour le coup de la difficulté aussi aujourd'hui, je parlais de crise de recrutement. À les recruter, comment est-ce que vous envisagez ça chez vous? Écoutez, nous, de notre côté, on a commencé à réfléchir à la formation. On en parlait un peu tout à l'heure, de donner la chance à tout le monde et pas uniquement recruter sur un diplôme. Donc on est en train de monter une petite école de formation, en tout cas pour la partie fabrication, où on vient apprendre les fondamentaux d'un opérateur, de conducteur de ligne, qui sont des métiers en tension. On a toujours des formations intra-entreprise sur le management. Les gros métiers en tension sont tout ce qui est développement embarqué. Et là c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a une phase académique nécessaire. Et là, pas vraiment de solution à court terme en tout cas. Voilà. Est-ce que notre territoire est assez attractif justement pour attirer ce type de profil? Alors nous on est en Bretagne romantique, près de Combourg, Bonnemain, donc très difficile. Donc effectivement il y a des réflexions sur se rapprocher de Rennes ou voilà, c'est des réflexions stratégiques en ce moment. Voilà. Marie-Laure Collet, justement, alors là, on vous a tendu la perche, et notamment, on l'avait déjà vu avec la société Aditi, de l'entreprise qui va former elle-même ses collaborateurs de demain. Oui, alors avant de parler de la formation, je dis 2 mots quand même sur l'orientation, puisque on a en France une conception de l'orientation qui est vraiment archaïque. Et d'ailleurs, j'ai pu en échanger avec celle qui était ministre du Travail avant de devenir Première ministre, en lui demandant pourquoi est-ce que l'orientation était encore dans le giron de l'éducation nationale, alors qu'il n'y a pas un seul enseignant qui connaisse l'entreprise. Et on va demander aux enseignants d'orienter les jeunes vers des métiers, des secteurs dont ils n'imaginent même pas ce qu'est le quotidien. Et du coup, pour moi, l'orientation qui est en passe de se digitaliser, puisqu'il y a un grand chantier, on parle même de Big Bang de l'orientation et de la formation, qui devrait revenir donc au ministère du Travail demain. Et je préfère parler du ministère de l'orientation, de la formation et du travail plutôt que du ministère du plein emploi. Parce que ministère du plein emploi, quand vous avez encore 7% de chômeurs en France, c'est quand même un pied de nez à 7% de la population active qui souffre. Je tiens quand même à le dire, et où il y a une inadéquation des profils avec leur bassin d'emploi, parce qu'on peut aussi faire beaucoup de projections sur l'attractivité et la mobilité. Les Français ne sont pas mobiles. Quand ils habitent à Landerneau, ils ne vont pas travailler à Pontivy, donc, et on ne va pas les obliger à déménager. Donc il faut repenser tous ces schémas et ne pas penser la mobilité comme on l'a pensé il y a 10 ans, ne pas penser l'attractivité comme on l'a pensé il y a 10 ans, ne pas penser l'orientation comme on l'a pensé même l'année dernière. Donc il y a vraiment ce Big Bang qui va arriver. Alors sur la formation, évidemment, Jean-François Rouleman, que je ne connaissais pas, a évoqué ce qui me paraît, moi, en tant que présidente de l'APEC, la meilleure façon d'attirer les talents, c'est de travailler évidemment sur sa marque employeur et sur l'alignement entre la marque employeur et la culture d'entreprise, et de travailler sur des gens qui ont, et là aussi on se trompe beaucoup dans le vocabulaire français, des appétences, une motivation, et évidemment quelques compétences que l'entreprise se doit aujourd'hui de façonner.
Alors on voit beaucoup d'entreprises qui depuis quelques années font des écoles internes. Ok. Moi je pense que, et ça je vous partage mes réflexions actuelles par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur les territoires, parce que je fais un peu, vous le voyez certainement, un tour de France des centres APEC. C'est que le chef d'entreprise, pendant toute la période d'intégration d'un collaborateur, devra être formateur avec l'aide de ses collaborateurs, et il devra penser que la formation, il ne la fait pas que pour son entreprise et pour le bon fonctionnement de son entreprise. Déjà, on ne peut pas miser sur la volatilité ou non d'un collaborateur, on ne peut pas miser sur finalement sa fidélité, on ne peut pas miser sur ses parcours de vie. Et donc, la formation, me semble-t-il, vue du chef d'entreprise, devra être une formation qui sera une mission pour le bien commun. Et la mission du bien commun doit se faire accompagner par un État, par l'État qui pense autrement le financement de la formation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, entre les OPCO, entre les organismes de formation, entre ce que fait la collectivité région, ce que font les EPCI, tout le monde est un peu noyé. Ce que peut faire l'APEC, Pôle emploi, les missions locales. Et donc, on est un peu brouillé sur ce message. Donc, il y a un choc de simplification déjà de la notion de l'emploi et du travail. Ça, c'est une évidence. Et puis, il faut penser... On parlait, je ne sais plus qui parlait de, on recrute plus sur un diplôme, mais non, mais un diplôme n'a plus de valeur liée à un métier, parce qu'un métier, c'est différent finalement des missions qui vont être réalisées et surtout du parcours de ce métier qui va permettre aux collaborateurs d'avoir des fonctions complètement différentes dans l'entreprise ou dans d'autres secteurs demain. Donc on est davantage aujourd'hui sur une réflexion sur la formation qui vient en bloc de compétences. Et ces blocs de compétences sont un peu, je vais prendre un rayon de supermarché, hein, ce sont des compétences sur étagère, et le collaborateur viendra acheter des blocs de compétences en fonction de ses appétences, ses motivations, ses soft skills, aussi sa personnalité, et aussi par rapport aux nécessités économiques de son bassin de vie, qui est un bassin d'emploi très spécifique. Et donc, il faut penser non plus l'orientation et la formation comme quelque chose qui vient du haut et qui essaime vers le bas, mais qui vient de l'individu qui, lui, a une nécessité par rapport à ses propres contraintes ou envies. Voilà. Vincent Legendre, quand vous entendez Marie-Laure Collet évoquer justement les transformations qu'il va falloir avoir en termes de recrutement, en termes d'emploi. Alors, je suis complètement d'accord avec Marie-Laure. J'ajouterais une chose, c'est que quand on forme nos nouveaux salariés, quand on les intègre dans une entreprise, l'entreprise est le monde de la confiance a priori. C'est-à-dire qu'on aimerait à chaque fois qu'un collaborateur nous rejoigne, que ce soit pour toute sa carrière, mais on part d'un principe, c'est que il vivra, chacun de nos collaborateurs vivra la vie qu'il a envie d'avoir, et du coup on le forme a priori en partant du principe qu'il viendra avec nous, mais évidemment on doit le former sans partir du principe qu'il est attaché à l'entreprise. Et donc, ça doit être fait totalement librement. Après, moi, je voulais juste vous partager que je travaille dans une industrie qui a encore un autre défi, c'est que l'industrie de la construction est une industrie mal aimée, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, a priori. Enfin, je connais pas beaucoup de parents qui disent à leurs enfants « j'aimerais que tu ailles travailler dans la construction ». Donc je fais le pari que demain ça redevienne possible. Et l'enjeu pour nous, il est assez fou. C'est que je vous parlais tout à l'heure que l'avenir de la construction, c'est la réhabilitation, c'est d'utiliser différents matériaux. Et de fait, notre enjeu demain, c'est de former au métier de la construction, et là je parle du terrain, je parle des gens qui vont construire demain, parce qu'on ne robotise pas hein, dans notre métier. Moi, ça fait déjà 20 ans que je suis là-dedans, et puis j'ai connu ça avant, et globalement, on n'a rien robotisé dans la construction. Il y a toujours autant de main-d'œuvre, et je pense pour encore pas mal de décennies. Et notre enjeu, c'est de faire qu'il n'y ait pas des maçons, il n'y ait pas des électriciens, il n'y ait pas des menuisiers, il n'y ait pas des peintres, mais qu'il y ait des ouvriers du bâtiment dans leur globalité. Voilà, et il va falloir qu'on les forme à tous les matériaux, il va falloir qu'on les forme à tous les métiers. On va rendre ce métier passionnant. J'en suis absolument convaincu, et plein de sens. Et de fait, je suis persuadé que si on s'y prend bien,
les jeunes vont avoir envie de venir travailler dans la construction. Avec, donc à nous de bien nous y prendre. Et avec des défis technologiques, on parlait de panneaux photovoltaïques, il va y avoir aussi de nouveaux outils qui vont être utilisés dans le bâtiment. Évidemment, nouveaux outils, nouveaux matériaux. Il y a plein d'innovations, même si on est rarement sur des innovations de rupture dans la construction, parce qu'on fait confiance à l'état de l'art et puis à ce qu'on fait depuis des années et des décennies. Pour autant, maintenant, on a besoin, quand on réhabilite, quand on intervient vite, on a besoin de gens qui comprennent toutes les facettes des métiers de la construction. On n'a quasiment plus besoin de spécialistes. Et alors ça va fondamentalement changer la vision du métier demain. Merci beaucoup. Florent Coueffec, à la Trinitaine, pour le coup, vous parlez de robotisation. Alors, vous avez mis en place, vous l'aviez évoqué, un plan d'investissement de 10 millions d'euros pour la robotisation. Comment est-ce que, justement, vous organisez l'emploi de ces personnes qui ne sont plus, je dirais, à mettre peut-être des biscuits dans des boîtes, peut-être, je ne sais pas. Comment est-ce que, du coup... C'est exactement ça. C'est ça, des biscuits dans des boîtes. Comment est-ce que vous envisagez la réorientation de ces personnes ? Déjà, je me dis que ça va être compliqué parce que Vincent va nous récupérer tous les talents et qu'on en recherche plein dans l'agroalimentaire et que l'agroalimentaire reste aussi un milieu assez mal aimé finalement. On a un peu de mal à tirer des jeunes talents, des jeunes ingénieurs agroalimentaires. AgroParisTech a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps que ça et c'est très difficile aussi pour nous d'encore motiver des jeunes ingénieurs agro pour venir faire cette transition alimentaire à laquelle on est nous-mêmes convaincus. On a besoin de talents pour y parvenir. Et comment on s'y prend? Eh bien, on recrute des nouveaux talents capables de nous accompagner dans ce monde-là, de nous faire cette transition et de cette transformation et de cette modernisation. Et deux, et j'aurais dû le dire en d'abord, c'est d'accompagner les gens qui sont avec nous déjà depuis 15, 20, 30 ou 40 ans parfois et qui peuvent se retrouver en difficulté dans ce nouveau monde. Quand on leur met un robot entre les mains et qu'ils ont été habitués pendant 20, 30 ou 40 ans, encore une fois, à mettre des biscuits dans des barquettes, eh ben, ça peut être un peu déstabilisant et on s'est fait En tout cas, on y tient énormément à ne pas laisser ces gens au bord de la route à la Trinitaine. Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir accepté d'échanger, de faire le constat et votre vision à long terme dans vos entreprises. Je vais demander à Hugues Mély de venir nous rejoindre pour conclure cette table ronde. Et puis vous avez dit, je crois, rendez-vous dans 10 ans, hein, c'est ça? Vous avez dit qu'on se retrouvait dans 10 ans pour voir quelles étaient les évolutions, les changements qui étaient éventuellement arrivés dans vos entreprises. Peut-être plutôt rester avec le micro mobile, c'est plus simple. Bon, tout d'abord, merci à Marie-Laure, Vincent, Philippe et Florent pour cette table ronde et à Céline de l'avoir animée dans les temps, donc je vais essayer de ne pas faire dériver le planning. Je crois que diversité est source de richesse et c'est un peu l'exemple de cette table ronde qui fait se croiser un certain nombre de secteurs économiques représentatifs de la Bretagne. On aurait pu d'ailleurs l'élargir puisqu'il y a dans la salle d'autres secteurs économiques encore qui sont représentés. Je crois que c'est une des missions, une des forces de BDI que de croiser les verticales et de faire que la substantifique moelle vienne à quelque part de ces croisements. Faire que des chefs d'entreprise issus de secteurs économiques très différents, mais finalement, on le voit, concernés par des problématiques très similaires, puissent croiser le fer, puissent mettre en commun et faire naître à quelque part cette intelligence collective dont la Bretagne a vraiment besoin et dont la Bretagne a fait à quelque part une de ses marques de fabrique depuis longtemps dans le développement de son tissu économique. Moi, je retiendrai quelques messages clés. Bon, d'abord, effectivement, la matière première est rare, voire pénurique, de plus en plus chère. Elle pose aussi, ça n'a pas été trop évoqué, parfois des problématiques de qualité parce qu'on diversifie effectivement ses sources de provenance, les entreprises auprès desquelles on les achète et à quelque part on peut avoir des problèmes de qualité. Je pense notamment à Deltador qui est une entreprise que je connais bien et je sais que Philippe est très préoccupé par ça parce que problème de qualité sur des composants qu'on achète à un broker qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'a aucune habitude de travail, ben ça se transforme en problème de qualité dans le produit fini qu'on livre et qu'on installe dans la maison et que l'utilisateur essaye d'utiliser au quotidien. Et derrière, ça pose des problèmes de SAV. Et donc, ça pose des problèmes à quelque part de coût. Donc, la conséquence, effectivement, de tout ça, c'est qu'on maîtrise beaucoup moins le modèle économique dans lequel on évolue, ne serait-ce que pour ces raisons je dirais, d'aléas plus forts sur la qualité des matières premières. C'est vrai aussi pour la matière humaine, parce que c'est exactement la même chose. On diversifie ses sources, on
recrute des gens qui ne sont pas exactement complètement dans les cases dans lesquelles historiquement on avait l'habitude de les recruter. Et à quelque part, on prend du risque additionnel sur ce qu'ils seront, sur la qualité du travail qu'ils feront. Bref, il faut apprendre à vivre avec plus d'incertitudes. Donc, plus d'incertitudes et donc à quelque part aussi, donc on l'a vu, des innovations sur les matériaux, sur les procédés, sur les technologies, sur les machines pour les travailler. Donc des investissements importants à consentir à toutes ces transformations. Donc au moment où ces incertitudes s'invitent, au moment où tant d'incertitudes s'invitent et s'invitent durablement dans le fonctionnement des entreprises, et la nécessité de redoubler d'investissements dans ces transitions numériques. On en a beaucoup parlé et je suis bien placé pour le savoir. Je confirme que le numérique est vraiment le socle de toutes ces autres transitions qui sont celles du monde énergétique, du monde écologique, mais aussi du monde social, parce que le numérique aide à engager de façon nouvelle, de façon différente les acteurs de l'entreprise, ces salariés qui sont en quête de plus en plus, on le sait, de flexibilité dans l'organisation de leur travail, de sens, de s'associer au sens que leurs entreprises respectives peuvent leur donner, et les plateformes du numérique permettent aussi de le faire. Donc le numérique est complètement central. Je ne prêche pas pour ma paroisse, c'est une évidence, c'est comme l'oxygène dans l'air, hein. Tant qu'il y en a, on s'en rend pas compte, mais quand ça vient à manquer, on se rend très vite compte qu'on a un peu du mal à respirer. Donc respirer le numérique à plein poumon, c'est la recommandation que je peux vous donner. La data, la donnée est totalement centrale. Cette donnée, il faut la collecter, il faut la qualifier, il faut l'enrichir, il faut la trier, il faut y appliquer des algorithmes métiers. Des algorithmes, c'est un gros mot, métier, la traduction à quelque part du métier, des savoir-faire dans des algorithmes qui, appliqués aux données, vont créer une intelligence augmentée. J'ai dit augmentée, j'ai pas dit artificielle. Artificielle, c'est hors sol, c'est pas breton. Une intelligence augmentée qui va venir enrichir l'intelligence des acteurs du quotidien de l'entreprise, de ses salariés et de ses machines. On en a parlé aussi, je crois que c'est Florent qui a évoqué l'industrie du futur, l'usine 4.0, c'est beaucoup basé là-dessus. Voilà. Ces incertitudes, ces modèles économiques nouveaux, ces nécessités d'investissement qui conduisent les entreprises à revisiter aussi leurs relations à leurs actionnaires. Et là, on peut se féliciter aussi en Bretagne, et je crois que ce tour de table en est un bel exemple, d'avoir beaucoup d'entreprises familiales dont les actionnariats sont particulièrement stables et très ancrés dans les territoires et dans la ruralité de ces territoires. Saint-Philibert, c'est magnifique pour aller faire de la voile, mais c'est parfois beaucoup plus compliqué pour y loger des salariés. Et pourtant, je pense que la famille Petit, si je me souviens bien, est très attachée à ce que, au moins, cette usine emblématique reste là où elle est et continue d'ailleurs à s'agrandir et à se moderniser. Pour Deltador, qui est une entreprise que je connais parfaitement, je ne fais pas de dessin, c'est la même chose à bonne main. Et en même temps, recruter à bonne main, c'est franchement pas simple, même dans un parc aussi somptueux que celui dans lequel le siège du groupe et sa principale usine sont installés. Voilà, et donc nécessité d'investissement fort, nécessité de stabilité dans la relation à un actionnariat familial, et nécessité aussi que le monde bancaire, il n'est pas représenté là aujourd'hui, mais que le monde bancaire sache accompagner, probablement par des produits et des services nouveaux, l'ensemble de ces transitions. Et quand je parle du monde bancaire, je parle autant de la banque commerciale, de la banque de détail qui accompagne l'entreprise au quotidien dans son financement courant, que de la banque, je dirais, de capital investissement qui peut intervenir en haut de bilan, et bien évidemment de l'ensemble des acteurs plus ou moins proches de l'État. Je crois que BPI est dans la salle, qui peuvent accompagner tout ça. Je crois que c'est important de le dire parce que ça n'a pas été évoqué. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui pour les entreprises d'assumer toutes ces transitions et de voir un peu loin et d'avoir une relation avec les actionnaires qui soit de qualité, puisque tout le monde sait que l'actionnaire, il attend de la prévision, de la fiabilité sur la prévision, il attend que année après année, le réalisé soit exactement ce qui avait été prévu. La perspective qu'il le soit dans toutes ces transitions et dans tant d'inconnus n'a jamais été aussi faible. Et donc là aussi, c'est un challenge pour les chefs d'entreprise au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie, je remercie le président de la région, Loïc Chenet-Girard, d'avoir été des nôtres. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. Je vous invite à passer au cocktail qui va suivre et à poser toutes les questions qui vous traverseront l'esprit. Merci et à l'année prochaine.